Je n'étais qu'une timide stagiaire, faisant des photocopies et allant chercher le café, quand j'ai vu un homme âgé se tenant seul dans le hall animé de notre entreprise, clairement frustré alors que les gens passaient devant lui sans un second regard. Quand j'ai réalisé qu'il était sourd et essayait de communiquer, je me suis approché de lui et lui ai signé un simple « Bonjour, puis-je vous aider ?» Je n'avais aucune idée que le PDG de l'entreprise observait la scène depuis la mezzanine. Avant de commencer, je suis curieuse. Avez-vous déjà appris une compétence pour aider quelqu'un que vous aimez? Racontez-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi matin qui a changé ma vie. Il y a 6 mois, j'étais la personne la plus invisible d'Horizon Communication. À 22 ans, j'étais une stagiaire débutante en marketing qui passait ses journées à faire des photocopies, à organiser les placards de fourniture et à essayer de me fondre dans le décor de l'une des agences de publicité les plus prestigieuses de Paris. J'étais le genre de personne qui déjeunait seule à son bureau, qui prenait les escaliers au lieu de l'ascenseur pour éviter les petites conversations, et qui n'avait jamais pris la parole en réunion. Pas une seule fois. Je n'avais pas toujours été comme ça. Au lycée, j'avais été confiante, extravertie, même populaire. Mais l'université avait été une série de petits échecs et de rejets qui avaient lentement érodé ma confiance en moi. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en communication, j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même. Le stage chez Horizon était censé être mon nouveau départ, ma chance de faire mes preuves dans le monde réel. Au lieu de cela, c'était devenu un autre endroit où je me sentais petite et insignifiante. La seule chose qui donnait un vrai sens à ma vie était mon petit frère, Daniel. Il avait 8 ans et était né sourd. Alors que nos parents avaient eu du mal à apprendre la langue des signes, je m'y étais jeté corps et âme avec une passion qui avait surpris tout le monde, y compris moi-même. Je passais des heures à m'entraîner, à regarder des vidéos et à suivre des cours au centre communautaire. Daniel est devenu ma motivation pour maîtriser quelque chose qui comptait, quelque chose qui pouvait faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Au moment où j'ai commencé chez Horizon, je maîtrisais couramment la langue des signes française, LSF. 1, 2, 3 c'était la seule compétence que je possédais et dont j'étais vraiment fier, bien qu'elle n'ait jamais semblé pertinente dans ma vie professionnelle. Dans le monde de l'entreprise, fait de campagnes marketing et de présentation clients, ma capacité à communiquer avec la communauté sourde me semblait être un talent magnifique mais inutile, comme savoir jouer du violon dans un monde qui ne valorisait que les guitares électriques. La matinée qui a tout changé a commencé comme toutes les autres. C'était un mardi d'octobre, et le bâtiment d'Horizon bourdonnait de son énergie frénétique habituelle. Nous étions en pleine préparation d'une présentation client majeure, et tout le monde était stressé, pressé et concentré sur ses propres tâches urgentes. J'étais posté à la réception, aidant à organiser le matériel pour la présentation, quand je l'ai remarqué. C'était un homme âgé, probablement dans la soixantaine 10, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui semblait cher et bien coupé. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et il se tenait avec cette sorte de dignité tranquille qui témoignait d'une vie de succès et de respect. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de frustration et de tristesse, qui m'a fendu le cœur. Il se tenait au bureau de la réception, essayant de communiquer avec Isabelle, notre réceptionniste en chef. Isabelle était une personne tout à fait gentille, mais elle était aussi incroyablement occupée et devenait clairement impatiente face à la barrière de communication qui se présentait. « Monsieur, je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Avez-vous un rendez-vous? Pouvez-vous écrire le nom de la personne que vous venez voir ?» L'homme faisait des gestes, pointant vers les ascenseurs, sa bouche bougeant pour former ce que j'ai compris être des mots qu'Isabelle ne pouvait pas entendre. Et puis je l'ai vu. Les mouvements subtils des mains, les expressions du visage, la façon dont il essayait d'épeler quelque chose avec ses doigts. Il signait. J'ai regardé avec une consternation croissante Isabelle se tourner pour aider un autre visiteur, ignorant de fait l'homme âgé. Il est resté là un moment, l'air perdu et de plus en plus en détresse. D'autres employés passaient devant lui. Des chargés de clientèle en costumes coûteux. Des directeurs créatifs les bras chargés de panneaux de présentation. Des assistants juniors se précipitant à des réunions. Aucun d'entre eux ne s'est arrêté. Aucun d'entre eux ne semblait remarquer que cet homme à l'allure distinguée avait besoin d'aide. Mon premier réflexe a été de rester où j'étais. Je n'étais qu'une stagiaire. J'avais mes propres tâches à accomplir. Ma superviseure, Marguerite, avait clairement indiqué que mon travail consistait à soutenir la préparation de la présentation, pas à m'impliquer dans les tâches de la réception.
Mais en voyant les épaules de l'homme s'affaisser légèrement, en voyant la défaite s'insinuer dans sa posture, j'ai pensé à Daniel. J'ai pensé à ce qu'il ressentait quand les gens l'ignoraient, quand ils le regardaient comme si sa surdité le rendait invisible. J'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Je me suis dirigé vers le bureau de la réception, le cœur battant de nervosité. L'homme a levé les yeux à mon approche, et j'ai pu voir la lassitude dans son regard, l'attente d'une autre personne qui essaierait de le presser ou d'ignorer ses besoins. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai signé « Bonjour, je m'appelle Catherine. Puis-je vous aider ?» La transformation sur son visage fut immédiate et profonde. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de soulagement, et un sourire illumina ses traits. Le premier vrai sourire que j'avais vu de lui depuis qu'il était entré dans le bâtiment. « Vous signez ?» répondit-il, ses mains bougeant avec la grâce fluide de quelqu'un qui utilisait la LSF depuis des décennies. « Dieu merci. » Je commençais à penser que personne ici ne pourrait me comprendre. « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu des difficultés », ai-je signé en retour. « Comment puis-je vous aider ? » « Je suis ici pour voir mon fils, expliqua-t-il, mais je ne suis pas sûr de savoir comment le joindre. Je n'ai pas de rendez-vous. » Et la jeune femme à l'accueil, il fit un geste vers Isabelle, qui aidait maintenant quelqu'un d'autre, elle semblait très occupée. « Quel est le nom de votre fils ?» ai-je demandé. « Je peux vous aider à le trouver. » L'homme marqua une pause, et je pus voir une émotion complexe traverser son visage, un mélange de fierté et d'incertitude. « Michel Lefebvre », signa-t-il finalement. Mon cœur a failli s'arrêter. Michel Lefebvre, le PDG d'Horizon Communication, l'homme dont le nom figurait sur l'annuaire de l'immeuble, dont le bureau d'angle occupait tout le dernier étage, dont les rares apparitions dans les parties communes du bâtiment provoquaient une onde d'énergie nerveuse parmi le personnel. « Monsieur Lefebvre est votre fils ?» ai-je signé, en essayant de ne pas laisser paraître ma surprise. « Oui », confirma-t-il. « Je sais qu'il est très occupé, mais j'espérais, eh bien, j'étais dans le quartier, et j'ai pensé que je pourrais peut-être le voir juste quelques minutes. » Je pouvais voir la vulnérabilité dans son expression, la façon dont il essayait de paraître décontracté à propos de ce qui était clairement une visite importante. C'était un père qui voulait voir son fils. Et j'ai réalisé avec un sentiment croissant de tristesse qu'il ne se sentait probablement pas tout à fait le bienvenu sur le lieu de travail de son propre fils. « Bien sûr », ai-je signé. « Laissez-moi voir ce que je peux faire. Voulez-vous vous asseoir pendant que je passe quelques appels ?» Je l'ai guidé vers le confortable coin salon du hall, en m'assurant qu'il avait une vue dégagée sur moi pour que nous puissions continuer à communiquer. Puis j'ai fait face à mon premier défi majeur. Comment une simple stagiaire peut-elle organiser une rencontre entre un visiteur et le PDG de l'entreprise? J'ai commencé par l'adjointe de direction de Monsieur Lefebvre, une femme redoutable nommée Patricia, qui gardait l'accès au PDG comme un dragon protégeant un trésor. Quand j'ai appelé son poste, sa voix était sèche et professionnelle. Bureau de Monsieur Lefebvre. Patricia à l'appareil. Bonjour, Patricia. C'est Catherine Dubois, du programme des stagiaires. J'ai un visiteur ici dans le hall qui dit être le père de Monsieur Lefebvre et il aimerait le voir si possible. Il y eut une longue pause. Son père? Oui, madame. Un monsieur âgé, très bien habillé. Il attend dans le hall. Une autre pause, plus longue cette fois. Je dois vérifier avec Monsieur Lefebvre. Pouvez-vous faire patienter le visiteur? Bien sûr. Merci. J'ai raccroché et je suis retourné auprès de Monsieur Lefebvre, Robert, comme il s'était présenté, pour lui faire savoir que nous travaillions à l'organisation de la rencontre. Pendant que nous attendions, nous avons parlé, ou plutôt, nous avons signé, et j'ai découvert que Robert Lefebvre était l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Il m'a parlé de sa carrière d'architecte, de la façon dont il avait conçu plusieurs des bâtiments qui composent maintenant la ligne d'horizon de Paris. Il m'a parlé de sa défunte épouse, la mère de Michel, qui avait été enseignante à l'Institut national de jeunes sourds de Paris. 4, 5, 6 Il m'a parlé des défis d'élever un fils entendant en tant que parent sourd, et de la fierté qu'il ressentait pour le succès de Michel, même s'il ne se voyait pas aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Il a toujours été ambitieux, signa Robert, son expression un mélange d'admiration et d'inquiétude. Même enfant, il voulait faire ses preuves, montrer au monde que le fait d'avoir un père sourd ne le freinait pas. Je suis fier de ce qu'il a accompli, mais parfois je crains qu'il ait oublié comment ralentir, comment simplement être. Pendant que nous parlions, je prenais de plus en plus conscience que nous attirions l'attention. D'autres employés jetaient des regards dans notre direction,
certains avec curiosité, d'autres avec ce qui ressemblait à de l'agacement. Je pouvais voir Isabelle au bureau de la réception répondre à des questions sur la raison pour laquelle une conversation en langue des signes avait lieu dans le hall. 20 minutes passèrent, puis 30. Patricia a rappelé pour dire que Monsieur Lefebvre était en réunion successive et ne serait pas disponible avant au moins 1 heure. Je pouvais voir la déception dans ses yeux, bien qu'il ait essayé de la cacher. Peut-être devrais-je revenir une autre fois, signa-t-il. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas, l'ai-je rassuré. Voulez-vous attendre encore un peu? Je peux vous faire visiter le bâtiment si vous le souhaitez. Nous avons de très belles œuvres d'art aux étages supérieurs. Son visage s'illumina. J'adorerais. Je n'ai pas vu où Michel travaille. Et c'est ainsi qu'a commencé ce qui serait plus tard décrit comme la visite de bâtiment la plus non autorisée de l'histoire d'Horizon Communication. J'aurais dû être en train d'organiser le matériel de présentation. J'aurais dû faire des photocopies et mettre à jour des tableurs. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 heures suivantes à faire visiter de fond en comble à Robert Lefebvre l'entreprise de son fils. Nous avons commencé par le département de la création, où j'ai présenté Robert à certains des graphistes et des rédacteurs. La plupart d'entre eux étaient polis mais clairement occupés, offrant de brefs bonjours avant de retourner à leur travail. Mais quelques-uns étaient réellement intéressés à le rencontrer, surtout quand j'ai expliqué qu'il était architecte et qu'il pouvait apprécier les éléments de conception de leur campagne. J'ai traduit les conversations, aidé Robert à comprendre le travail qui était fait, et j'ai vu son visage s'illuminer de fierté à mesure qu'il en apprenait davantage sur l'entreprise que son fils avait bâtie. Nous avons visité l'étage de la gestion des comptes, où Robert a été fasciné par les stratégies de relations clients. Nous nous sommes même arrêtés à la salle de pause, où il a partagé des histoires sur les cafés qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Tout au long de la visite, j'étais parfaitement consciente que je négligeais les tâches qui m'avaient été assignées. Mon téléphone vibrait de SMS de plus en plus urgents de Marguerite, ma superviseure, me demandant où j'étais et me rappelant les tâches que j'étais censé accomplir. Mais chaque fois que je regardais le visage de Robert, que je voyais la joie et l'intérêt dans ses yeux alors qu'il découvrait le monde de son fils, je ne pouvais me résoudre à écourter la visite. C'est lors de notre passage au département d'analyse marketing que je l'ai remarqué pour la première fois. Michel Lefebvre se tenait sur la mezzanine qui surplombait l'étage principal, partiellement caché derrière un pilier. Il nous observait, regardant son père interagir avec ses employés, me regardant traduire des conversations et faciliter les liens. Je ne pouvais pas voir clairement son expression de cette distance, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était là depuis un moment. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le PDG me regardait faire une visite non autorisée alors que j'étais censé travailler sur le matériel de présentation. J'allais probablement être renvoyé, et j'allais certainement causer des ennuis à Robert pour avoir perturbé le lieu de travail. Mais quand j'ai regardé à nouveau quelques secondes plus tard, il avait disparu. Nous avons poursuivi la visite, visitant les salles de conférence où se déroulaient les présentations clients importantes, la bibliothèque où étaient exposées les campagnes primées de l'entreprise, et enfin l'étage de la direction. Robert était particulièrement intéressé par cette zone, posant des questions sur les processus de prise de décision et la structure de direction de l'entreprise. Michel a construit tout ça, signa-t-il, regardant la suite exécutive élégante avec ses boiseries polies et ses œuvres d'art originales. En effet, ai-je confirmé. L'entreprise a connu une croissance énorme sous sa direction. Tout le monde ici a beaucoup de respect pour lui. Robert hocha la tête, mais je pouvais voir quelque chose de mélancolique dans son expression. Je suis fier de lui, signa-t-il. J'aimerais juste. Qu'aimeriez-vous, ai-je demandé doucement. J'aimerais mieux le connaître en tant qu'adulte. Quand il était jeune, nous étions very proches. Mais en grandissant, surtout après la mort de sa mère, il a semblé sentir qu'il devait s'occuper de tout lui-même. Il a arrêté de demander de l'aide, arrêté de partager ses problèmes avec moi. Je pense qu'il pensait que ma surdité me rendait fragile, qu'il devait me protéger de ses soucis. Mon cœur se serra pour eux deux. Pour Robert, qui aimait clairement son fils profondément mais se sentait exclu de sa vie. Et pour Michel, qui avait probablement essayé d'être fort et indépendant mais avait involontairement créé une distance entre eux. Il était près de 15 heures quand nous sommes finalement retournés dans le hall. L'heure de la réunion prévue de Robert était passée depuis longtemps, et je pouvais voir qu'il commençait à accepter qu'il ne verrait pas son fils aujourd'hui. Merci, Catherine, signa-t-il, ses mains bougeant avec une gratitude sincère. C'était merveilleux. J'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre le monde de Michel maintenant,
et j'ai apprécié d'apprendre à vous connaître. Vous me rappelez ma défunte épouse. Elle avait le même bon cœur, la même façon de faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés. Ce fut un plaisir, ai-je signé en retour. Et je le pensais. Malgré l'anxiété que je ressentais à l'idée d'avoir négligé mes tâches, l'après-midi avait été l'un des plus significatifs que j'ai vécu depuis mon arrivée chez Horizon. Alors que Robert se préparait à partir, j'ai vu Marguerite s'approcher de l'autre côté du hall. Le visage de ma superviseure était un masque de colère à peine contenu, et je savais que j'allais devoir faire face aux conséquences de mes choix. « Catherine, dit Marguerite, sa voix assez tranchante pour couper du verre. J'ai besoin de vous parler maintenant. » Je me suis tourné vers Robert pour lui expliquer que je devais y aller, mais avant que je puisse signer quoi que ce soit, une voix derrière moi a dit « En fait, Marguerite, j'ai d'abord besoin de parler à mademoiselle Dubois. » Je me suis retourné et me suis retrouvé face à Michel Lefebvre lui-même. Il était grand, probablement au début de la cinquantaine, avec les mêmes yeux intelligents que son père, et un air d'autorité tranquille qui expliquait clairement son succès en affaires. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait à une émotion soigneusement contenue. « Monsieur Lefebvre », balbutia Marguerite, clairement aussi surprise que moi. J'étais sur le point de discuter de l'absence de mademoiselle Dubois de ses tâches assignées aujourd'hui. Elle était censée. Elle était censée aider mon père, dit Michel doucement, ses yeux ne quittant jamais mon visage, ce que, d'après ce que j'ai observé, elle a fait magnifiquement. Le hall sembla devenir silencieux autour de nous. La bouche de Marguerite s'ouvrit et se referma sans un son. Robert regardait d'avant en arrière entre son fils et moi avec une compréhension et une joie croissantes. « Papa, dit Michel, et pour la première fois, j'entendis sa voix s'adoucir. Il se tourna vers son père et commença à signer lentement, un peu maladroitement, mais avec un effort et un soin évident. « Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Je ne savais pas que tu étais là jusqu'à ce que... » Il marqua une pause, me jetant un regard, puis continua à signer, point jusqu'à ce que je te voie avec Catherine. Je vous ai observés tous les deux pendant la dernière heure. Je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Le visage de Robert rayonnait de joie et de surprise. Tu as appris à signer. J'ai essayé, admit Michel, ses mains bougeant avec plus d'assurance maintenant. J'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais dû faire plus d'efforts pour communiquer avec toi dans ta langue au lieu de toujours attendre que tu t'adaptes à la mienne. Père et fils s'étreignirent alors, en plein milieu du hall animé, et je sentis des larmes me monter aux yeux. Autour de nous, l'agitation habituelle du bureau avait ralenti alors que les gens s'arrêtaient pour regarder cette réunion inattendue. Quand ils se séparèrent, Michel se tourna de nouveau vers moi. « Mademoiselle Dubois, pourrais-je vous parler dans mon bureau ? Il y a certaines choses dont j'aimerais discuter. » Mon cœur battait à tout rompre alors que je suivais Michel Lefebvre jusqu'à l'ascenseur, Robert marchant à nos côtés. Marguerite avait disparu, probablement pour digérer ce qui venait de se passer et comprendre comment gérer le fait que sa stagiaire venait d'être personnellement convoquée par le PDG. L'ascenseur de la direction était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement des machines. Je n'arrêtais pas de jeter des regards à Robert, qui était pratiquement rayonnant de bonheur, et à Michel, dont l'expression était indéchiffrable mais intense. Le bureau de Michel était tout ce que j'avais imaginé et plus encore, des fenêtres du sol au plafond avec une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Paris, un mobilier élégant qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel, et des murs tapissés de récompenses et de photographies documentant le succès de l'entreprise. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il semblait impersonnel, à quel point peu de Michel lui-même était visible dans l'espace. « Asseyez-vous, je vous en prie, dit Michel en désignant les chaises devant son bureau. Robert et moi nous sommes assis, et Michel a pris la chaise à côté de son père plutôt que derrière son bureau. Un petit geste qui a en quelque sorte rendu la conversation plus personnelle. « Mademoiselle Dubois, commença Michel, je vous dois des excuses et une explication. » Je le regardais, confuse. « Des excuses, monsieur ? C'est moi qui devrais m'excuser. Je sais que j'étais censé travailler sur le matériel de présentation et au lieu de ça, j'ai... » Il leva une main pour m'arrêter. Vous avez fait exactement ce que vous auriez dû faire, ce que j'aimerais que plus de mes employés fassent. Il marqua une pause, regardant son père avec une expression qui était à la fois amour et regret. Mon père a visité ce bureau exactement 3 fois au cours des 10 ans depuis que je suis devenu PDG. Chaque fois, il a été traité comme un inconvénient, une perturbation du travail important qui se déroule ici. Chaque fois, j'ai observé de loin mes propres employés, des gens que je paie,
des gens qui représentent mon entreprise, le faire se sentir mal à l'aise sur le lieu de travail de son propre fils. Robert se pencha et toucha le bras de son fils, signant quelque chose que je ne pus tout à fait saisir. Michel hocha la tête et continua, « Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'ai vu une stagiaire de 22 ans abandonner ses tâches assignées pour passer 3 heures à faire en sorte que mon père se sente valorisé, respecté et inclus. Je l'ai vu traduire des conversations, faciliter des liens et le traiter non pas comme un fardeau ou un obstacle, mais comme un invité d'honneur. Sa voix s'épaissit d'émotion. Je l'ai vu lui donner quelque chose que je ne lui avais pas donné depuis des années, le sentiment qu'il a sa place dans mon monde. Je sentis des larmes me monter aux yeux. Monsieur Lefebvre, J'ai un jeune frère qui est sourd, et je sais ce que ça fait quand les gens l'ignorent ou le traitent comme s'il était invisible. Je ne pouvais pas supporter de voir ça arriver à votre père. Et c'est précisément pour ça, dit-il, que je dois vous parler de votre avenir ici. Mon cœur se serra. Ça y est. Le licenciement en douceur. Je comprendrai si vous devez me laisser partir, dis-je doucement. Je sais que je n'ai pas fait le travail qui m'était assigné aujourd'hui. Michel parut sincèrement surpris. Vous laissez partir? Mademoiselle Dubois, je veux vous offrir un poste. Un vrai poste, pas un stage. Je le dévisageai, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, quoi? Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui m'a montré quelque chose qui manquait à cette entreprise. Un véritable engagement envers l'inclusion et l'accessibilité. Nous parlons de diversité et d'inclusion dans notre énoncé de mission. Nous avons des politiques dans notre manuel de l'employé, mais nous ne les vivons pas. Nous ne les incarnons pas. Je veux changer cela, et je veux que vous m'aidiez à le faire. Robert rayonnait, signant rapidement à son fils. Michel sourit et lui répondit en signe, puis se tourna vers moi. Je crée un nouveau poste, directrice de l'accessibilité et de l'inclusion. Votre travail consisterait à vous assurer qu'Horizon Communication est vraiment accessible à tous, employés, clients et visiteurs. Vous développeriez des programmes de formation, créeriez des politiques et agiriez en tant que défenseur des personnes qui pourraient autrement être négligées ou exclues. Vous relèveriez directement de moi. J'étais prise de vertige. Monsieur Lefebvre, je ne suis qu'une stagiaire. Je n'ai pas d'expérience en ressources humaines ou en élaboration de politique. Je n'ai même pas encore mon diplôme. Je termine mon dernier semestre. Vous avez quelque chose de plus précieux que l'expérience. Vous avez de l'empathie. Vous avez la capacité de voir les gens comme des individus plutôt que comme des inconvénients. Et vous avez un ensemble de compétences qui pourraient transformer le fonctionnement de cette entreprise. Il marqua une pause. Le poste serait assorti d'un salaire substantiel, de tous les avantages sociaux et de l'autorité nécessaires pour mettre en œuvre de réels changements. Vous relèveriez directement de moi. Je regardai Robert, qui vibrait pratiquement d'excitation, puis de nouveau Michel. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir, suggéra Michel. Prenez le week-end. Mais j'espère que vous direz oui. Cette entreprise a besoin de quelqu'un comme vous. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. La suite de la réunion fut un flot de détails sur le poste, de discussions sur le salaire et les avantages sociaux qui me firent tourner la tête, et de planification des changements culturels qui devraient avoir lieu dans toute l'organisation. Au moment où j'ai quitté le bureau de Michel, ma vie entière avait été bouleversée. Robert m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, signant ses remerciements encore et encore. Vous m'avez rendu mon fils, m'a-t-il dit, et vous lui avez donné quelque chose dont il ne savait même pas qu'il manquait. Michel nous a accompagnés jusqu'à l'ascenseur et, alors que les portes se fermaient, il a dit, Catherine, merci de l'avoir vu, d'avoir vu ce qui était important. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appelé mes parents, puis Daniel, en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Daniel était le plus enthousiaste de tous. Tu vas aider d'autres personnes sourdes au travail? Signa-t-il lorsque je l'ai appelé en vidéo. C'est trop cool. Tu vas être comme une super-héroïne pour les gens comme moi. Son enthousiasme était contagieux. Et le lundi matin, je savais quelle serait ma réponse. J'ai commencé à mon nouveau poste la semaine suivante. Ma première tâche a été de réaliser un audit d'accessibilité de l'ensemble du bâtiment et de toutes les politiques de l'entreprise. Ce que j'ai découvert était à la fois décevant et motivant. Horizon Communication, comme beaucoup d'entreprises, avait fonctionné avec de bonnes intentions, mais avec peu de compréhension réelle de ce que signifiait vraiment l'inclusion. Au cours des 6 mois suivants,
j'ai mis en œuvre des changements radicaux. Nous avons installé des systèmes d'alerte visuelle dans tout le bâtiment. Nous avons fait appel à des interprètes en LSF pour toutes les réunions et événements de l'entreprise. Nous avons créé des directives d'accessibilité pour tous les supports marketing et les présentations clients. Plus important encore, nous avons instauré une formation obligatoire à l'inclusion pour tous les employés, en commençant par l'équipe de direction. Les sessions de formation ont été une révélation pour toutes les personnes impliquées. J'ai fait venir des intervenants de la communauté sourde, dont Robert, qui a partagé ses expériences et aidé les employés à comprendre l'impact de leurs actions ou inactions. J'ai donné des cours de langue des signes de base pendant les heures de déjeuner et j'ai été étonné du nombre de personnes désireuses d'apprendre. Marguerite, mon ancienne superviseure, était l'une de mes élèves les plus enthousiastes. Je ne cesse de penser à ce jour-là, m'a-t-elle dit après l'une de nos sessions de formation. J'étais tellement concentré sur la présentation, sur les tâches qui semblaient urgentes, que j'ai complètement manqué ce qui était réellement important. Je ne veux plus jamais faire cette erreur. Les changements ne concernaient pas seulement l'accessibilité pour la communauté sourde. Nous avons étendu nos efforts pour inclure des aménagements pour les employés et les visiteurs ayant des difficultés de mobilité, des déficiences visuelles et d'autres handicaps. Nous nous sommes associés à des organisations locales pour garantir que nos pratiques d'embauche étaient véritablement inclusives. Nous avons même repensé notre site web et nos supports marketing pour les rendre plus accessibles. Mais le changement le plus significatif a été culturel. L'entreprise qui s'était autrefois concentrée uniquement sur l'efficacité et la productivité a commencé à valoriser l'empathie et l'inclusion comme principes commerciaux fondamentaux. Les employés ont commencé à veiller les uns sur les autres comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Le hall qui avait autrefois été un endroit où les visiteurs comme Robert étaient ignorés est devenu un espace accueillant où tout le monde était traité avec dignité et respect. 6 mois après ce mardi qui a changé ma vie, Horizon Communication a remporté un prix national pour l'inclusion en milieu de travail. Lors de la cérémonie, Michel m'a demandé d'accepter le prix au nom de l'entreprise. Cette reconnaissance appartient à tous ceux qui, chez Horizon, ont embrassé le changement et ont choisi de voir l'inclusion non pas comme un fardeau mais comme une opportunité de devenir meilleur, ai-je dit dans mon discours de remerciement. Mais surtout, elle appartient à un homme sage qui m'a appris que la compétence commerciale la plus importante n'est pas de savoir comment conclure une affaire ou gérer un budget. C'est de savoir comment voir l'humanité en chaque personne que vous rencontrez. Dans le public, Robert rayonnait de fierté, applaudissant en signe. À côté de lui, Michel souriait aussi, et je pouvais voir que la relation entre le père et le fils s'était transformée. Ils déjeunaient ensemble tous les vendredis maintenant, et Michel était devenu suffisamment à l'aise en LSF pour avoir de vraies conversations avec son père sur tout, de la stratégie commerciale aux souvenirs de famille. La timide stagiaire qui s'était autrefois sentie invisible avait trouvé sa voie en aidant les autres à trouver la leur. Et ce faisant, j'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de remarquer quelqu'un qui est négligé et de choisir de le voir vraiment, comme l'être humain précieux qu'il est. Mon petit frère Daniel visitait régulièrement le bureau maintenant, et le voir interagir avec confiance avec des employés qui avaient appris à signer juste pour lui ne manquait jamais de m'émouvoir. Il avait raison. J'étais devenue une sorte de super-héroïne. Pas du genre à porter une cape, mais du genre qui se bat pour un monde où chacun a sa place, où chacun est vu, où chacun compte. La meilleure partie, c'est que tout avait commencé par un simple « bonjour » signé à un homme seul dans un hall animé. Parfois, les plus petits gestes créent les plus grands changements. Parfois, il suffit d'une seule personne prête à s'arrêter, à remarquer, à se soucier. Et parfois, lorsque vous êtes assez courageux pour tendre la main à quelqu'un qui a été négligé, vous découvrez que vous ne changez pas seulement son monde, vous changez aussi le vôtre. Une histoire absolument magnifique sur la façon dont un simple acte d'inclusion peut transformer des vies et des organisations entières. Que pensez-vous de la décision de Catherine d'abandonner les tâches qui lui étaient assignées pour aider Robert? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été inspiré par cette incroyable histoire de compassion et de changement, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner pour d'autres histoires édifiantes qui célèbrent le pouvoir de la bonté humaine. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.